Bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are pussy. Hit a lick with a bitch from the bayou. Make sure Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Démo 4 paroles. Aujourd'hui, nous allons essayer de nous concentrer sur la préparation proche du mariage et les réalités de vie quotidienne pour qu'un mariage puisse durer avec le plus de joie, de toutes ces choses qu'on veut dans notre mariage possible. Tout ce que je vais dire, c'est aussi, ça s'appuie sur les différentes vidéos qu'on a vues précédemment. On a pas mal brossé le sujet du mariage avec différentes réalités qui le composent, donc avec la communication, la liberté, la fidélité, les enfants, la communication, etc. Bref. Et donc, avec tout ça, donc là, c'est la phase où on va rentrer et on est dans le mariage. Et donc, ne pas paniquer, parce que c'est souvent une période difficile, finalement, la préparation imminente. Parce que, alors, pour la petite information, le diocèse demande un an entre l'ouverture du dossier dans la paroisse où les époux habitent, enfin les fiancés habitent, pardon, et le jour du mariage. Au moins un an. Ce qui équivaut en même temps à un an d'accompagnement par un prêtre et par différentes formations que le diocèse propose. Donc il y a les sessions de la CPM, les centres de préparation au mariage, qui font des sessions sur 6 séances tous les week-ends sur un mois et demi. Il y a aussi quelque chose que Monseigneur Macaire a instauré qui s'appelle les week-ends des fiancés. Donc c'est sur samedi et dimanche. Plusieurs couples fiancés sont là avec l'évêque. L'évêque répond à vos questions sur absolument tout. Il n'y a pas de questions taboues. Et voilà, tous les couples en ressortent vraiment heureux et grandis. Et je pense vraiment que c'est une belle chose. Et il y a aussi, donc ça c'est des choses, je dirais, obligatoires pour la préparation. Il y a d'autres formations annexes que d'autres communautés proposent. Par exemple, la communauté du Chemin Neuf propose des sessions Cana. Là aussi, c'est pour des couples, qu'ils soient fiancés, qu'ils soient déjà mariés aussi. Donc il y a différentes choses qui existent, différentes formes d'accompagnement. Et puis évidemment, il y a les entretiens privés avec le prêtre de la paroisse ou pas de la paroisse qui accompagne le couple jusqu'au jour J où vous vous dites oui. Et donc, c'est souvent un moment difficile parce que c'est exigeant. Non seulement parce qu'il faut se préparer spirituellement, il faut préparer les choses matériellement. Souvent, les budgets font parfois un peu hérisser le poil et les cheveux de la tête. Quand on s'en sort avec des budgets quand même assez importants, genre des 15 000, des 18 000, des 20 000 euros pour assurer un mariage, ça peut faire peur. Beaucoup se disent oui, mais j'ai pas les moyens, comment on va faire, j'ai pas l'argent pour payer mon mariage. Alors je voudrais déjà décomplexer une chose tout de suite, c'est que même si vous n'avez pas d'argent pour faire un mariage à 20 000 euros, c'est pas ça le plus important, la vérité. J'ai rien inventé. Le plus important, c'est pas ça, c'est vraiment la cérémonie religieuse, la préparation et puis le après. Le péting, si on a un gros péting, on a un gros péting. Parce que en plus, c'est mon actuellement, il y a envie de libérer sous tête tout ça. Est-ce qu'il y a du champagne? Et s'il n'y a pas de champagne, il y a juste mal parler ou mal garder parce qu'on ne peut pas ni champagne. Parce que tu viens dans mon mariage pour boire sur ma tête. Tu viens pas pour me féliciter. Ah bon. Donc voilà, simplement ne pas se prendre la tête sur des questions d'argent. Si vous avez suffisamment les moyens, merci Seigneur. Il y en a qui font des crédits, il y en a qui se font aider par la famille. Bref, mais l'argent ne peut pas être un frein au mariage, différer un mariage sur des années parce qu'on n'a pas d'argent. Si vous n'avez pas les moyens, faites un mariage à petit budget. Personne ne vous en voudra et Dieu sera très content et vous aussi. Donc bref, voilà. Pas que ça devienne un frein. Et une autre petite chose sur laquelle je voudrais appuyer avec vous, c'est que c'est souvent un an de préparation qu'il y a, de préparation imminente au mariage. Ne pas perdre de vue que ce qu'on prépare, c'est pas tellement le jour en tant que tel, même si de fait le jour est important à préparer, mais ce qui nous intéresse d'abord, c'est précisément toutes les années que vous allez faire après votre mariage. C'est d'abord ça qu'on prépare. Quand on veut voir le mariage, c'est le après. Parce que quand vous vous dites oui, il y a un nouvel état de vie. Et donc vous entrez dans une nouvelle vie.
Et donc, c'est ça qu'on prépare. Donc, en vous donnant les éléments, en vous conseillant, etc., etc. Je dis ça pourquoi? Parce que il est facile, et dans la plupart des cas, c'est ce qu'on retrouve. On met le paquet sur tout ce qui est cortège, resto, gâteau, les filles donneront telle robe, les garçons auront tel nœud papillon, machin, les voitures, les motos, les chichis. C'est bien, hein? C'est bien. Mais c'est un peu secondaire, on va pas se mentir. Du coup, le plus important, parce qu'on a vu aussi, hein, pas pour vous décourager, mais on a vu des gens qui ont mis le paquet pour le jour J. Des motos, t'avais des lotos, tu avais des cicis, tu avais des ci là. Ben, je l'ai fait décider. Qu'est-ce qui a foiré? J'en sais rien. Mais, pour dire que c'est pas parce que le jour J c'est très beau que ça va durer toute la vie. C'est pas ça le plus important. Bref, parenthèse fermée. Donc ça, c'est très important à avoir ça en tête quand vous vous préparez au mariage. Puisque, surtout si vous vous mariez à l'église, vous allez tisser une natte. Quand je dis une natte, c'est-à-dire que vous avez 3 brins que vous tressez ensemble pour que ça ne fasse qu'une seule natte. Les 2 fiancés et Dieu. Et donc, dans la préparation, il est très important que Dieu puisse lui aussi vous transformer. Donc c'est comme ça que j'embraye en même temps sur la deuxième partie, sur les réalités concrètes du mariage. Il faut, pendant le temps de préparation, avoir pris l'habitude de mettre Dieu au cœur de son couple. Et donc, dans sa vie personnelle. Parce que Dieu sera dans ma vie personnelle, qu'il sera aussi présent dans mon couple. Je dis ça pourquoi? Parce que beaucoup font la démarche de se marier à l'église, ce qui est une très belle chose, parce que tout catholique est appelé à se marier à l'église. Mais pas tout le monde, disons, réalise véritablement ce que ça implique. Souvent, enfin, beaucoup se marient à l'église parce que c'est beau, parce que c'est la continuité, parce que on n'imagine pas un mariage sans l'église, d'accord, très bien. Mais sauf que quand on se marie à l'église, ben, Dieu est le socle du couple. Donc il est donc normal et logique que lorsque vous vous apprêtez à vous marier à l'église, vous vous apprêtez à demander à Dieu de bénir votre union. Vous pouvez pas juste demander à Dieu de bénir votre union et que avant et après c'est le no man's land de la vie spirituelle. C'est pas possible. Parce que du coup ça veut dire que Dieu est Dieu distributeur, alors que dans le mariage, vous faites alliance, non seulement entre vous deux, mais aussi avec lui. Et donc si vous faites alliance avec lui, il faut que ça se vive au quotidien. Et donc, pour le vivre dans le mariage, il faut l'avoir préparé avant le mariage. Donc, l'importance de mener une vie de prière personnelle, une vie de prière en couple, aller à la messe ensemble, etc. Et il serait dommage que vous fassiez la même chose que je vois dans plusieurs couples. Je ne vise personne en particulier, mais c'est des choses que j'ai déjà vues souvent, que c'est comme si lorsque le couple sort de l'église le jour du mariage, Dieu reste dans l'église et puis eux ils font leur vie après. Et après le mariage, on ne prie plus, on va plus à la messe, et après ça on s'étonne que le couple capote. Posez-vous les bonnes questions. Donc, la vie concrète du couple, donc comment faire pour que ça tienne au quotidien? Ben, c'est d'abord ça. C'est d'abord ça, puisque vous avez demandé à Dieu de vous unir, mais c'est pas le jour J seulement qu'il vous unit, c'est au fil des jours qu'il vous unit. Et donc, il est important que vous puissiez, donc chacun personnellement et en couple, vivre cette union avec Dieu, qui lui vous unit tous les deux, de façon à pouvoir vous corriger jour après jour, par rapport à Dieu, par rapport à l'autre. Et c'est comme avec ces petits réajustements-là que la vie à deux sera durable. Il y a des choses qu'on vit à 25 ans, qu'on ne vit plus à 30 ans, et des choses qu'on ne vit pas à 25 ans, qu'on rencontre à 30 ans. Et ces petits changements-là, ils sont mieux vécus quand la prière soutient et aide. D'accord? Donc ça, c'est un premier élément fondamental. Un autre élément important, c'est de pouvoir entretenir, ce qui n'est pas toujours évident, surtout quand on a des enfants, entretenir des moments où on est à deux, on passe des temps gratuits à deux. On se fait des sorties, des ciné, des restos à deux. Quand il y a des enfants, il faut trouver une idée, un subterfuge. Maman,
papy, mamie, j'en sais rien. Trouvez une idée, marraine ou ce que vous voulez. Et vraiment essayer de prendre des temps à deux, des temps où on parle franchement aussi, non seulement des temps de détente, on se retrouve à deux, machin, mais aussi trouver des temps où on parle franchement. Parce qu'il y a des fois, dans des couples, on entretient des petites blessures, des petits non-dits qui, petit à petit, font que la relation s'étiole un peu. Alors que quand on prend le temps régulièrement, pourquoi pas une fois par mois, hein, de dire les choses franchement, être en transparence, pas forcément sur tout, mais au moins sur les choses primordiales du couple, ça permet non seulement de grandir dans la confiance, mais aussi qu'on sache ce que l'autre vit, comment il le vit, telle parole que j'ai pu dire ou telle chose que j'ai pu faire, comment il l'a vécu, peut-être qu'il l'a mal vécu, j'en ai pas conscience, donc grandir dans le pardon aussi, etc. Enfin bref, et toutes ces choses-là, quand on ne prend pas l'habitude de le faire, ben, mine de rien, c'est comme si on a une corde qu'on taillade petit à petit et qui fait, au fur et à mesure finit par se casser. Donc c'est important de prendre ces temps à deux et prendre des moments de vérité à deux. Une autre chose qu'il faut essayer d'éviter dans le concret, c'est de vouloir faire que l'autre soit comme moi je veux qu'il soit. Bien souvent, c'est le problème des femmes, souvent, mais peut-être quelques hommes sont touchés par le phénomène, où on veut qu'il fasse tout comme moi je veux. Il faut que tu fasses ci comme ça, il faut que tu fasses ça comme ça. Au mois des boucles, couper tomate baon, il faut que ça soit comme toi, tu veux que les tomates soient coupées. S'il a coupé le truc en rondelles, tu voulais que ce soit coupé en deux, tu vas lui faire une scène parce qu'il a coupé le truc en rondelles. Il a coupé les tomates. Tu lui as demandé de couper les tomates, il a coupé les tomates. Je prends un exemple bidon du quotidien. Mais ça peut être beaucoup plus important que ça quand on dit à un gars, oui, tu fais comme ci, comme ça, arrête d'être comme ci, comme ça, il faut que tu sois comme ci, comme ça. Et à quel moment tu l'accueilles pour ce qu'il est. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'effort à faire pour changer, c'est pas ça que je dis. Mais il y a des traits de caractère qui ne peuvent pas changer parce que c'est comme ça que tu es, comme ça que tu as été éduqué. C'est pas intuitif. Que ça change, c'est pas automatique. Du coup, il faut accepter, en parler peut-être, mais si c'est des choses qui demandent du temps, il faut laisser le temps et du coup lâcher prise pour que la personne, elle s'habitue, s'adapte, voilà, à ce qu'elle doit devenir, des choses qu'elle doit changer, mais sans se crisper sur les choses en disant voilà, il faut que tu sois comme ci, comme ça, parce que ça aussi, ça mine le couple. Il y en a un qui a l'impression de ne plus être lui-même parce que il doit correspondre à un schéma qu'on lui dit d'être, et du coup, il n'est plus ce qu'il doit être, ou il n'est plus, voilà. Bref, vous avez compris l'idée. Donc ça aussi, c'est un écueil à éviter, savoir s'accueillir l'un l'autre, tout en se corrigeant l'un l'autre et en se donnant le temps de se corriger l'un l'autre. Ça, c'est très, très important. Ma foi, c'est déjà pas mal comme élément. Il y en aurait plein d'autres à développer, hein. Quand on a des enfants aussi, hein, savoir prendre du temps en famille, quand on travaille, trouver l'équilibre. Ça aussi, c'est très important. Équilibre entre vie personnelle et travail. Parce que là aussi, on peut rentrer très tard du travail parce qu'on est débordé, machin. Et puis finalement, quand on rentre, on est crevé. Donc, madame ou monsieur est là dans la maison, les enfants sont là, mais on passe des moments de moins bonne qualité parce qu'on n'est pas présent. Alors, il y a des fois, c'est pas de notre faute parce qu'il y a beaucoup de travail. Il y a des fois, c'est nous-mêmes qui faisons des heures supplémentaires à rallonge. Sachez que ça a un impact sur la vie du couple, sur la vie familiale, sur l'entente, parfois sur la vie sexuelle aussi du couple. Et donc du coup, voilà. L'hygiène de vie passe aussi par là, donc l'équilibre entre travail et vie personnelle. Quand la semaine, on a bien travaillé les 5 jours de la semaine, lundi à vendredi, savoir prendre le temps, ou peut-être jusqu'à samedi, savoir au moins prendre le dimanche pour passer du temps en famille. C'est important pour ressouder les liens. Il y a au moins cette soupape là dans la semaine. Il faut la préserver, la choyer, la chérir. Donc voilà, ça encore c'est un petit conseil que je vous donne pour que les choses puissent tenir au fur et à mesure. Savoir trouver l'équilibre aussi entre la famille de la femme, la famille du monsieur. Parce que parfois on peut être très famille, mais il faut trouver l'équilibre, non pas les mettre complètement de côté sa famille. Mais voilà, comme on a fondé un nouveau foyer avec le mariage, il est bon de trouver l'équilibre pour que on ne soit pas trop éparpillé à l'extérieur et qu'on ne vive pas à fond le nouveau lien qu'on a tissé le jour du mariage. Donc là aussi, savoir donner une juste distance à ses proches pour que
se construise petit à petit le nouveau noyau familial qu'on a construit. Ça aussi, c'est des petits détails qui peuvent parfois un peu crisper certains. Quand on est très famille, il y a des habitudes qui changent. Quand on entre dans le mariage, il faut consentir à ce changement. Il n'y a pas de conversion sans changement, sans renoncement, c'est pas possible. Donc il y a des choses auxquelles on renonce, non pas parce que c'est mal, mais c'est parce qu'on a choisi un plus grand bien, simplement. Donc voilà, c'est une question d'équilibre, toujours donc à discerner au quotidien. Donc voilà, nous avons terminé avec cet aspect des réalités quotidiennes et concrètes du mariage. Je vous propose dans une prochaine vidéo de parler d'une question un peu plus épineuse, qui est la question du divorce. Voilà. On préfère éviter, normalement. Mais voilà, avoir quelques mots dessus, le regard de l'église dessus, etc. Comment rebondir quand il y a ça, bref. Donc, restez connectés pour la suite de notre thème sur le mariage. À bientôt. $100,000 in my pocket, now it's on my wrist. I'm back, see, pimpin'.